Depuis quelques années en France, pour se défendre face aux nombreuses critiques à son encontre, le monde de la chasse revendique les bienfaits écologiques de cette pratique. En août 2018, la Fédération nationale des chasseurs a mené une campagne d'affichage dans toute la France avec pour slogan « Les chasseurs, premiers écologistes de France ». Qu'en est-il vraiment? La chasse est-elle une pratique écologique? Avant toute chose, disons d'office, car ce sont des arguments régulièrement utilisés, qu'il est certainement vrai que beaucoup de chasseurs vivent bien plus au contact de la nature et ont une meilleure connaissance de celle-ci que la majorité de la population française. Beaucoup participent bénévolement à l'entretien d'écosystèmes comme certaines zones humides par exemple. Mais cela ne suffit pas à faire de la chasse en elle-même une activité écologique. L'argument principal dont nous parlerons ici, utilisé pour démontrer le caractère écolo de la chasse, c'est celui de la régulation des animaux, c'est-à-dire la limitation de leur nombre par la prédation. En effet, en l'absence de prédateurs dans un espace naturel, les herbivores se multiplient, deviennent trop nombreux et consomment trop de végétaux, ce qui peut nuire à l'équilibre de l'écosystème. Les chasseurs estiment donc qu'ils rendent un service écologique en jouant le rôle de prédateurs. Sauf que l'argument de la régulation utilisé pour justifier la chasse telle qu'elle est pratiquée actuellement en France est bancal, et pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en France, entre un animal sur 4 et un animal sur 5 tué à la chasse provient d'un élevage. Des éleveurs spécialisés élèvent par exemple chaque année 14 millions de faisans, 100 000 lapins de Garenne et 10 000 cerfs, dont une partie sont ensuite lâchés dans la nature. Officiellement, ils sont libérés pour la chasse, mais aussi pour demeurer sur le long terme et repeupler des milieux où leur espèce est peu nombreuse. Mais dans la pratique, ils sont souvent lâchés le matin même des chasses et abattus dans la journée. Les animaux qui ne sont pas tués directement meurent souvent en quelques jours car ils ne sont pas adaptés à la vie sauvage. La deuxième chose qui contraste avec l'argumentaire autour de la régulation, c'est la chasse d'espèces menacées. Par exemple, selon la Ligue pour la protection des oiseaux, sur les 64 espèces d'oiseaux chassées en France, 20 sont sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. On peut citer la tourterelle des bois, espèce pourtant classée vulnérable en France et en Europe, qui a fait l'objet d'une autorisation d'abattage de 18 000 individus en 2019 par la ministre de la Transition écologique, alors même que leur population a chuté de près de 75% en 40 ans. Et moi je le dis clairement, ça n'est pas acceptable. Troisième chose, les représentants des chasseurs s'opposent régulièrement au repeuplement de la France par des grands prédateurs qui pourraient participer à la régulation du grand gibier. Un document publié en 2012 par la Fédération nationale clarifie sa position vis-à-vis de la présence des grands carnivores en France. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle y fait part d'une certaine réticence à leur expansion sur le sol français. Elle avoue que ces animaux peuvent apparaître en concurrence avec les chasseurs, notamment sur les ongulés sauvages. Pour le cas du lynx par exemple, le document affirme qu'il n'y a plus de nécessité absolue, tant biologique que juridique, d'améliorer encore davantage leur état de conservation, donc d'augmenter toujours les populations. Pourtant, pour rappel, il y a actuellement seulement 150 lynx adultes environ sur l'ensemble du territoire français, dont la très grande majorité se trouve dans le Jura. Enfin, quatrième point, les principales espèces animales qui, aujourd'hui, en l'absence de grands prédateurs, doivent effectivement être régulées, c'est-à-dire principalement les chevreuils et les sangliers, pullulent justement en partie à cause de certaines pratiques de chasse. Pour ce qui est du sanglier par exemple, certains chasseurs les nourrissent en déposant des réserves de nourriture dans la forêt pour les aider à passer l'hiver et pour les pousser à rester dans certains secteurs forestiers, notamment pour éviter les ravages sur les surfaces agricoles, mais également pour savoir où les chasser. De plus, par le passé, des chasseurs ont opéré des lâchers dans la nature à partir d'élevage, en sachant que beaucoup de ces animaux provenaient de croisements entre cochons et sangliers, ce qui donne des animaux hybrides aux capacités de reproduction augmentées. Ces lâchers sont d'ailleurs interdits aujourd'hui. Enfin, certains chasseurs font le tri dans les animaux qu'ils abattent et évitent de tirer sur les femelles reproductrices, entraînant ainsi la multiplication de nouvelles portées. Cette favorisation d'une surpopulation de gros gibier n'a qu'un but, faire augmenter les quotas de prélèvement à la chasse. En ce sens, c'est réussi, puisque le nombre de sangliers tués chaque année à la chasse est passé d'environ 45 000 en 1973-1974 à plus de 750 000 pour la saison de chasse 2017-2018, soit une multiplication par 16.
En bref, certains présentent la chasse comme une solution face à la multiplication des sangliers et des chevreuils, alors qu'ils sont en surnombre en partie à cause de certaines pratiques de chasse. Cette liste des pratiques allant à l'encontre des arguments écologistes de la Fédération nationale pourrait être rallongée. Chasse en enclos, donc sans but de régulation d'une espèce dans un écosystème et sans possibilité de fuite pour les animaux, abattage parfois cruel de 600 000 à 1 million de renards par an alors qu'ils sont utiles à la biodiversité, etc. Cependant, si dire que les chasseurs sont les premiers écologistes de France peut sembler faux, cela ne veut pas dire que toute forme de chasse soit complètement inutile en l'état actuel des écosystèmes. En effet, aujourd'hui, en l'absence de grands prédateurs en nombre suffisant, l'arrêt complet de la pratique de la chasse au gros gibier pourrait être néfaste pour l'environnement et l'agriculture. Par exemple, la chasse a été interdite en 1974 dans le canton de Genève en Suisse, mais moins de 10 ans plus tard, le gouvernement local a dû mettre en place des mesures d'abattage pour faire face à la prolifération des sangliers et des chevreuils. Ils ravageaient en effet les surfaces agricoles et consommaient trop de végétaux, nuisant à la régénération des forêts. Ce ne sont donc plus des amateurs et des particuliers qui s'occupent de la régulation, mais elle a toujours lieu et est effectuée par des agents publics. Pour résumer, la Fédération nationale des chasseurs utilise massivement l'argument de la régulation pour affirmer que les chasseurs sont des écologistes. Pourtant, cette régulation n'est effectivement nécessaire que pour un nombre très limité d'espèces, qui représentent d'ailleurs une très faible part du nombre total d'animaux tués à la chasse. De plus, l'État autorise la chasse de certaines espèces menacées, la fédération qui représente les chasseurs s'oppose régulièrement au repeuplement de la France par des grands prédateurs, et certains chasseurs favorisent volontairement les surpopulations de gros gibier. Parler des chasseurs comme des écologistes en utilisant l'argument de la régulation relève donc bien plus de la communication médiatique que de la réalité.